Mes parents m'ont dit qu'il n'y aurait pas assez de place pour moi à la retraite familiale annuelle. Puis ils ont invité 118 personnes, mes 6 frères et sœurs, leurs familles, leurs belles familles, et même des cousins et des amis. Je n'ai pas dit un mot. J'ai agi à la place. 9 heures plus tard, ma mère hurlait. L'email est arrivé un mardi matin, alors que je passais en revue les rapports trimestriels à mon bureau. Objet, retraite de la famille Thompson 2025, mise à jour importante. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, rien qu'à la façon dont ma mère l'avait formulé. Un langage d'entreprise, distant et stérile. Rien à voir avec ses messages habituels, remplis d'émojis et de points d'exclamation. Cher Beverly, commençait-il, ce qui était déjà un signal d'alarme. Elle ne m'appelait jamais Cher Beverly, sauf lorsqu'elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle, enrobée d'une fausse politesse. Nous avons finalisé les arrangements pour la retraite de cette année au Mountain Ridge Resort. Malheureusement, en raison de contraintes de capacité, nous ne pourrons pas vous accueillir, toi et Marcus, cette année. Nous savons que vous comprendrez. Le complexe a des codes de sécurité incendie stricts, et nous avons atteint notre limite. Vous nous manquerez. Bise, maman et papa. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. À chaque fois, les mots semblaient plus absurdes. Des contraintes de capacité. À la retraite annuelle qui avait, d'une manière ou d'une autre, réussi à accueillir toute notre famille élargie au cours des 15 dernières années. La même retraite où mes parents louaient tout le complexe, chaque chalet, chaque chambre, chaque centimètre carré de la propriété. Ma main tremblait en attrapant ma tasse de café. De l'autre côté de notre bureau à domicile, Marcus a levé les yeux de son ordinateur portable. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. Je lui ai tourné mon écran, sans un mot. Il a lu, et son expression est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère, en environ 30 secondes. Sont-ils sérieux? Des contraintes de capacité? Apparemment. Nous y sommes allés l'année dernière. Il y avait quoi, 80 personnes? 90. L'endroit était immense. Nous avions des chalets vides. Je sais. Marcus s'est levé, faisant les 100 pas, c'est insensé. Tu es leur fille, leur 3e enfant. Comment se fait-il que, soudainement, il n'y ait plus de place pour toi? Je n'avais pas de réponse. Mon esprit parcourait déjà les possibilités, aucune d'entre elles n'étant bonne. Ma relation avec mes parents était tendue depuis que j'avais choisi de poursuivre une carrière en droit des sociétés, au lieu de rejoindre l'entreprise immobilière familiale. Ils ne m'avaient jamais pardonné cette trahison, comme ils la voyaient, mais m'exclure de la retraite familiale? C'était un nouveau niveau de rejet. Je les appelle, a dit Marcus en prenant son téléphone. Non. Le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu. Surtout pas, il s'est figé, étudiant mon visage. Nous étions mariés depuis 8 ans, il connaissait mes expressions mieux que moi. À quoi penses-tu? A-t-il demandé prudemment. Je pense que je veux voir la liste des invités. Ma plus jeune sœur, Claire, avait toujours été la commère de la famille. Elle ne pouvait pas garder un secret, même si sa vie en dépendait, ce qui faisait d'elle la source d'informations parfaite. Je lui ai envoyé un SMS décontracté, lui posant des questions sur la retraite, en disant que j'avais entendu dire que ce serait plus grand que jamais. Elle a répondu en quelques minutes, enthousiaste comme toujours. OMG, oui. Maman a dit qu'on serait environ 120 cette année. Papa invite ses copains de golf, tante Linda vient avec son club de lecture, les beaux-parents de Nathan viennent, Jessica amène ses colocs d'université. Ça va être dingue. 120 personnes. Mes parents ne pouvaient pas trouver de place pour leur propre fille et son mari, mais ils avaient invité les beaux-parents de mon frère Nathan, des gens qui n'étaient même pas des parents de sang. Les colocataires d'université de Jessica. Des inconnus. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas de place. C'était délibéré. Marcus a lu le message par-dessus mon épaule. C'est une blague, j'espère. Il me faut la liste complète, dis-je doucement. Comment vas-tu l'obtenir? Je souris, bien que cela ressemble probablement plus à une grimace. L'assistante de maman, Patricia. Elle s'occupe de toute la planification de la retraite. Nous avons déjeuné ensemble le mois dernier. Elle m'a dit qu'elle était stressée de devoir coordonner un si grand groupe cette année. Patricia m'a retrouvé dans un petit café du centre-ville, 3 jours plus tard. Elle avait l'air épuisée,
Ses cheveux habituellement soignés étaient attachés en un chignon désordonné, et des cernes marquaient ses yeux. « Dieu merci, tu as appelé » dit-elle en s'effondrant sur la chaise en face de moi. « Ta mère me rend complètement folle avec cette retraite. Les exigences ne cessent de changer. Hier, elle voulait une sculpture de glace du visage de ton père. Une sculpture de glace, Beverly, dans un complexe de montagne, en juillet. Je lui ai commandé un grand latte et une pâtisserie. Je ne peux qu'imaginer. Pour combien de personnes coordonnes-tu, maintenant ? 118, au dernier des comptes. Mais ta mère continue d'ajouter des gens. Hier soir, elle a invité la femme qui lui fait les sourcils. Patricia se frotta les tempes. Je ne devrais pas me plaindre. Votre famille me paie bien, mais là, ça dépasse tout ce que nous avons fait auparavant. 118 invités confirmés ? Oui. Ça aurait été 120 avec toi et Marcus, mais... Elle s'interrompit, l'air mal à l'aise au point mais ils m'ont désinvité, ai-je terminé pour elle. Le visage de Patricia rougit. Je suis tellement désolé, Beverly. Je me suis senti très mal quand ta mère m'a demandé d'envoyer cet email. J'ai essayé de suggérer qu'il y avait beaucoup de place, mais elle a insisté sur le fait que le complexe était complet. Puis-je te demander quelque chose, en toute confidentialité ? Elle hésita, puis hocha la tête. Le complexe est-il vraiment complet ? Genre, légitimement plein ? Patricia baissa les yeux vers son café. Le complexe a une capacité maximale de 200 personnes. Votre famille a réservé 118 places. Il y a 82 lits vides. La confirmation m'a frappé comme un coup physique, même si je soupçonnais déjà que mes parents avaient menti. Ils m'avaient délibérément exclu, tout en invitant des copains de golf, des clubs de lecture et des colocataires d'université. Je vois, parvins-je à dire. Beverly, je suis vraiment désolé. Si ça peut te consoler, je pense que ce qu'ils font est horrible. Tu as toujours été gentil avec moi. Ta mère. Elle s'arrêta. Peu importe. Non, s'il te plaît, dis-moi. Patricia a pris une longue gorgée de son latte. Ta mère parle parfois. Elle a dit des choses, ces derniers temps, sur le fait que tu es trop indépendante, trop concentrée sur ta carrière. Elle pense que tu méprises l'entreprise familiale. La semaine dernière, elle m'a dit que tu avais besoin qu'on te donne une leçon sur la loyauté familiale. Une leçon sur la loyauté familiale, en m'excluant du rassemblement familial. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si cruelle. J'ai remercié Patricia pour son honnêteté et son temps. Au moment de nous séparer, j'ai posé une dernière question. La réservation du complexe, elle est au nom de mes parents, n'est-ce pas ? En fait, elle est au nom de la fiducie familiale. La fiducie familiale Thompson. Ton père l'a créée il y a des années pour des raisons fiscales. Vous, les 7 enfants, en êtes tous bénéficiaires. 7 enfants, y compris moi. Le sentiment de froid dans ma poitrine s'est transformé en autre chose, quelque chose de vif et de clair. J'ai passé le week-end à faire des recherches. Les documents de la fiducie familiale Thompson étaient déposés au comté. En tant que bénéficiaire et fiduciaire, j'avais un accès légal à toutes les informations relatives à la fiducie. Il a fallu creuser un peu, mais j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. La fiducie possédait des actifs importants, y compris un portefeuille de biens immobiliers commerciaux et de propriétés d'investissement. Elle générait des revenus substantiels, distribués trimestriellement à mes parents en tant que gestionnaire. Mais l'acte de fiducie était clair, toute dépense imputée à la fiducie devait être au profit de tous les bénéficiaires ou approuvée par un vote majoritaire des fiduciaires. Les 7 enfants étaient fiduciaires. Mes parents étaient gestionnaires, mais ils n'avaient pas l'autorité unilatérale de dépenser les fonds de la fiducie sans l'approbation des fiduciaires ou pour des fins illégitimes. La retraite familiale avait toujours été imputée à la fiducie, en tant que rassemblement des bénéficiaires et dépenses pour l'unité familiale, ce qui était acceptable lorsque tous les bénéficiaires étaient invités. Mais si 2 fiduciaires Marcus et moi étaient explicitement exclus, alors que la fiducie finançait l'événement entier, c'était une autre histoire. C'était une violation potentielle de l'obligation fiduciaire. J'ai ensuite consulté les dossiers financiers. Les dépenses de la retraite avaient augmenté chaque année. Ce qui avait commencé comme un rassemblement modeste il y a 15 ans dans un parc d'État, avait évolué en cette production élaborée. La retraite de l'année dernière avait coûté 47 000 €. Le budget préliminaire de cette année montrait 72 000 € alloués par les fonds de la fiducie.
72 000 $ pour un événement auquel je n'étais pas la bienvenue. Marcus m'a apporté un café vers minuit, le samedi. J'étais encore à mon bureau, entouré de documents imprimés et de bloc-notes couverts de notes. Tu montes un dossier, a-t-il observé. J'explore mes options. Bev, tu n'es pas obligé de faire ça. On pourrait juste laisser tomber, prendre des vacances ailleurs cette semaine-là. Je levai les yeux vers lui. Le ferais-tu, si tes parents te faisaient ça? Il y réfléchit sérieusement, ce qui était l'une des choses que j'aimais chez lui. Marcus ne rejetait jamais mes sentiments ni n'essayait de minimiser les choses. Non, a-t-il admis. Je serais furieux. Mais ta famille. Ils peuvent être rancuniers. Si tu les poursuis en justice, il n'y a pas de retour en arrière. Ce sont eux qui ont été rancuniers en premier. Ils ont fait le choix de m'humilier, de m'exclure, et de mentir à ce sujet, tout en utilisant de l'argent sur lequel j'ai un droit légal. Je sais. Je m'assure juste que tu es prête pour les retombées. J'ai pensé à mes frères et sœurs. Christopher, l'aîné, avait toujours été l'enfant chéri de papa, destiné à reprendre l'empire immobilier. Il n'a jamais compris pourquoi je voulais autre chose. Nathan était compétitif et agressif, essayant toujours de faire ses preuves. Jessica était une suiveuse, qui était d'accord avec quiconque parlait le plus fort. Tyler était neutre, allergique aux conflits au plus haut point. Sarah était dispersée et facilement influençable. Et Claire, la Benjamine, cherchait encore sa place dans la dynamique familiale. Aucun d'eux ne m'avait appelé. Aucun d'eux ne s'était demandé pourquoi je n'étais pas invité. Soit ils ne l'avaient pas remarqué, soit ils s'en fichaient, ou pire, ils étaient d'accord avec la décision. Je suis prête, ai-je dit à Marcus. Ils veulent me donner une leçon sur la loyauté familiale. Très bien. Parlons de loyauté. Le dimanche matin, j'ai établi une chronologie détaillée, chaque retraite familiale des 15 dernières années, mise en parallèle avec les décaissements de la fiducie. Le schéma était clair et accablant. Chaque année, les dépenses augmentaient. Chaque année, elles étaient classées comme bénéficiant à tous les fiduciaires. Chaque année, chacun d'entre nous avait été invité, jusqu'à maintenant. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant dans les anciens documents. Lorsque mon grand-père a créé la fiducie il y a 30 ans, il avait inclus une formulation spécifique sur les unités familiales et l'égalité de traitement. Il y avait même une clause stipulant que les événements familiaux financés par la fiducie devaient démontrer l'engagement du constituant à traiter tous les bénéficiaires avec une dignité et une inclusion égales. Mon grand-père avait été un homme sévère, mais juste. Il aurait été consterné par ce que faisaient mes parents. J'ai pris des captures d'écran de cette clause. Elle serait utile. Le dimanche après-midi, j'ai appelé mon frère Tyler. De tous mes frères et sœurs, il était le plus susceptible de me donner une réponse franche, sans les artifices émotionnels. « Salut », a-t-il répondu, l'air surpris. « Quoi de neuf ? J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. » D'accord, dit-il, méfiant maintenant. Savais-tu que je n'étais pas invité à la retraite avant que je ne la prenne ? Silence. Alors, maman l'a mentionné au dîner il y a 2 semaines, et personne n'a rien dit. Personne n'a posé de questions. Christopher a dit quelque chose sur le fait que tu étais distante ces derniers temps. Jessica était d'accord. Papa a dit que c'était une décision difficile, mais qu'il devait considérer ce qui était le mieux pour l'harmonie familiale. Nathan a fait un commentaire sur le fait que tu te crois toujours meilleur que nous. Chaque mot était comme une petite coupure. Et toi ? Qu'en as-tu pensé ? Tyler a soupiré. Honnêtement, j'ai trouvé ça nul, mais tu sais comment sont maman et papa. Une fois qu'ils prennent une décision, discuter ne fait qu'empirer les choses. Je me suis dit que tu avais peut-être décidé de ne pas venir de toi-même. Pourquoi aurais-je décidé ça ? Je ne sais pas, Bev. Tu nous parles à peine, à nous tous. Tu n'es pas venu à l'anniversaire de Christopher. Tu as manqué la baby shower de Sarah. De leur point de vue, peut-être que ça donnait l'impression que tu t'éloignais déjà. L'accusation m'a stupéfaite, car il y avait un grain de vérité. J'avais été distante. Après des années à me sentir jugée pour mon choix de carrière, critiquée de ne pas avoir rejoint l'entreprise familiale, et traitée comme l'intruse, j'avais commencé à me protéger en participant moins, en m'engageant moins. Mais il y avait une différence entre assister à moins d'événements et être explicitement désinvité.
Tyler, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ne pas assister à chaque fonction familiale ne signifie pas que je ne veux pas faire partie de la famille. Et ça ne justifie certainement pas de m'exclure de la retraite annuelle tout en invitant plus de 100 autres personnes. Quand tu le présentes comme ça, oui, ça a l'air grave. C'est grave. C'est pire que grave, et je ne vais pas prétendre que c'est normal. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai hésité. Tyler était allergique au conflit, mais il n'était pas loyal à nos parents par-dessus tout. Il avait son propre jugement. Je vais arranger ça, dis-je. Mais ça va devenir inconfortable pour tout le monde. Bev, parle-leur, simplement. Réglez ça. N'en fais pas toute une histoire. Ce sont eux qui en ont fait une histoire quand ils ont choisi de m'exclure. Je ne fais que réagir de manière appropriée. Après avoir raccroché, je me suis senti étrangement calme. Ma famille m'avait montré où je me situais dans leurs priorités, en dessous des copains de golf, des clubs de lecture, des colocataires d'université qui n'étaient même pas de notre famille. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, j'allais faire le mien. Le lundi matin, j'ai organisé toutes mes preuves en une présentation claire et convaincante, les documents de la fiducie, les dossiers financiers, la clause du grand-père sur l'égalité de traitement, l'échange de mai avec Patricia, la liste des invités avec ses 118 noms, et les informations sur la capacité du complexe. C'était béton, irréfutable. Même un avocat médiocre pourrait gagner cette affaire, et Daniel Chen était loin d'être médiocre. J'ai appelé mon avocat le lundi matin. Daniel Chen avait été mon mentor lorsque j'avais commencé en droit des sociétés. Il s'était depuis reconverti dans le droit des fiducies et des successions. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation. Tes parents dépensent l'argent de la fiducie pour un énorme événement familial dont ils t'ont délibérément exclu? Oui. Et tu es fiduciaire et bénéficiaire de cette fiducie? C'est exact. Daniel, c'est une violation assez claire. Ils ne peuvent pas utiliser les actifs de la fiducie au profit de certains fiduciaires tout en excluant d'autres. Cela viole leur obligation fiduciaire en tant que gestionnaire. Quelles sont mes options? Tu pourrais déposer une objection auprès de l'administrateur de la fiducie. Ou tu pourrais employer les grands moyens et demander une injonction d'urgence pour geler les décaissements de la fiducie jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Étant donné que l'événement a lieu dans 2 semaines, une requête d'urgence serait entendue rapidement. À quelle vitesse? Si nous déposons aujourd'hui, nous pourrions potentiellement obtenir une audience d'ici la fin de la semaine. Si le juge estime que la demande est fondée, il pourrait émettre une ordonnance de restriction temporaire, bloquant l'utilisation des fonds de la fiducie par vos parents pour la retraite. J'ai pensé à l'email de ma mère, au rejet désinvolte, au mensonge sur la capacité. 118 invités, dont aucun n'était moi. Déposez-la, dis-je. Déposez tout. Daniel a travaillé vite. La requête pour une injonction d'urgence a été déposée le mardi après-midi. Elle comprenait un décompte détaillé des dépenses de la retraite imputées à la fiducie, la liste des invités montrant 118 personnes, et l'email m'excluant explicitement. Elle demandait un gel immédiat de tous les décaissements de la fiducie liés à la retraite, jusqu'à ce qu'une audience complète puisse avoir lieu. Le juge a programmé une audience d'urgence pour le vendredi matin. Je n'en ai pas parlé à mes parents. Je n'en ai pas parlé à mes frères et sœurs. J'ai attendu. Le jeudi soir, mon téléphone a explosé. Ma mère a appelé 17 fois en 2 heures. Mon père a appelé 11 fois. Les SMS affluaient de mes 6 frères et sœurs. Le message de Jessica était typique, mais qu'est-ce que tu fabriques, Beverly? Tu essaies d'annuler la retraite familiale, pourquoi? Un malentendu? Mon frère Nathan était plus direct, tu es égoïste. C'est une question d'ego. Claire, au moins, était confuse plutôt qu'en colère. Bev, qu'est-ce qui se passe? Maman est en pleine crise. Elle dit que tu poursuis la famille en justice. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Marcus et moi avons dîné, regardé un film, et nous sommes couchés. Mon téléphone a continué de vibrer sur la table de nuit, un flot constant d'indignation et d'incrédulité. Le vendredi matin, nous nous sommes habillés avec soin, en tenue professionnelle, rien de trop agressif. Daniel nous a retrouvés au palais de justice. Toute ta famille est là, a-t-il dit doucement en approchant de la salle d'audience. Ça va être inconfortable. Bien, ai-je répondu. La salle d'audience était bondée. Mes parents étaient assis au premier rang avec leur avocat,
un homme à l'air nerveux dans un costume mal ajusté, qui se spécialisait clairement dans les transactions immobilières, pas dans les litiges de fiducie. Derrière eux se tenaient mes frères et sœurs et leurs conjoints, un mur de désapprobation de la famille Thompson. Le visage de ma mère était marbré et rouge, ses yeux gonflés d'avoir pleuré. Mon père avait l'air de vouloir me tuer sur le champ. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années nommée Judith Morrison, a ouvert l'audience. Daniel a présenté notre cas avec efficacité, les documents de la fiducie, les relevés de dépenses, la liste des invités, l'email m'excluant, et les chiffres de capacité que Patricia avait confirmés. Votre honneur, il s'agit d'une violation manifeste de l'obligation fiduciaire. Les gestionnaires de la fiducie utilisent les actifs de la fiducie pour financer un événement qui exclut explicitement l'une des fiduciaires et bénéficiaires. Ils ont menti sur les contraintes de capacité alors qu'en fait, le complexe dispose de 82 lits supplémentaires. C'est un traitement discriminatoire d'une bénéficiaire et une utilisation abusive des fonds de la fiducie. L'avocat de mes parents a bafouillé une réponse sur la dynamique familiale et les malentendus. Il a suggéré que je réagissais de manière excessive à une simple limitation d'espace. La juge Morrison l'a interrompu. Maître, j'ai examiné les documents. Le complexe dispose de 82 lits vacants. Où est la limitation d'espace? Eh bien, votre honneur, la famille voulait s'assurer un hébergement confortable pour tous les invités. Et avec le nombre de personnes présentes. 118 personnes, a interrompu la juge, y compris des copains de golf, des clubs de lecture, et des amis d'université, mais pas la requérante, qui est fiduciaire et bénéficiaire de la fiducie finançant tout cet événement. Elle a regardé mes parents par-dessus ses lunettes de lecture. M et Madame Thompson, pouvez-vous expliquer pourquoi les fonds de la fiducie devraient être utilisés pour un événement qui exclut délibérément l'un de vos propres enfants? Ma mère s'est levée, ignorant la tentative de son avocat de l'arrêter. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, Beverly a choisi de s'éloigner de cette famille. Elle a rejeté l'entreprise familiale. Elle se comporte comme si elle était supérieure à nous tous. Cette retraite est une question d'unité familiale et, franchement, elle ne contribue pas à cette unité. Nous avons pensé qu'il serait mieux pour tout le monde qu'elle ne participe pas cette année. La salle d'audience était d'un silence de mort. L'expression de la juge Morrison n'a pas changé, mais quelque chose dans son regard s'est durci. Madame Thompson, c'est précisément le problème. Une fiducie familiale est une entité juridique avec des obligations fiduciaires, pas une arme pour punir les membres de la famille qui vous ont déçus. Vous ne pouvez pas utiliser les actifs de la fiducie pour exclure des bénéficiaires parce que vous êtes contrarié par leur choix de carrière. Elle s'est tournée vers son greffier. Je prononce une ordonnance de restriction temporaire. Tous les décaissements de la fiducie liés à la retraite du Mountain Ridge Resort sont gelés, avec effet immédiat. De plus, j'ordonne que si la retraite doit avoir lieu en utilisant les fonds de la fiducie, Beverly Thompson et son conjoint doivent y être explicitement invités et hébergés, avec un accès égal à toutes les commodités et activités. Les Thompson ont 72 heures pour se conformer ou annuler l'événement. Ma mère a poussé un son entre le hoquet et le cri. Mais, votre honneur, a protesté leur avocat, la retraite a lieu dans 8 jours. Annuler maintenant serait. Alors je suggère à vos clients d'adresser une invitation en bonne et due forme à leur fille, a dit sèchement la juge Morrison. Cette audience est levée. J'attends un compte rendu de la situation dans les 72 heures. Le marteau a frappé avec un claquement sec. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant, mon père lui agrippant le bras comme pour la soutenir. Mes frères et sœurs me fixaient avec des expressions allant du choc à la fureur, en passant par quelque chose qui aurait pu être du respect. Nous sommes sortis par une porte latérale pour éviter la foule. Daniel souriait. C'était magnifique, a-t-il dit. La juge Morrison ne plaisante pas avec les violations fiduciaires. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que nous n'atteignions le parking. Je l'ai éteint. Les 72 heures suivantes ont été un chaos, bien que je ne l'ai vécu que par des rapports indirects. Claire, qui avait apparemment décidé de passer de mon côté, m'a tenu au courant par SMS. Samedi matin, maman a annulé son rendez-vous au spa et pleure depuis ce matin. Papa essaie de voir s'ils peuvent payer la retraite sans utiliser l'argent de la fiducie. Apparemment, ils ne peuvent pas se le permettre. Samedi soir, réunion de famille à la maison. Tout le monde se dispute. Nathan dit que tu détruis la famille. Jessica dit que tu as toujours été difficile. Tyler t'a défendu, il a dit que tu avais peut-être raison.
Dimanche après-midi, maman est en pleine crise. Elle dit que tu l'as humiliée. Papa est furieux mais panique aussi pour l'argent. Une partie de la famille élargie a entendu parler de l'affaire au tribunal et pose des questions. Dimanche soir, mise à jour officielle, ils vont t'inviter. Papa vient d'envoyer un email à leur avocat. Maman ne parle à personne. Le lundi matin, un nouvel email est arrivé. Pas de ma mère cette fois, mais de mon père. Beverly, conformément à l'ordonnance du tribunal, nous vous invitons formellement, toi et Marcus, à la retraite familiale Thompson au Mountain Ridge Resort. Vous serez logés dans le chalet 7 avec un accès complet à toutes les activités et commodités. Nous attendons votre présence. Papa. Ce n'était pas chaleureux. Ce n'était pas des excuses. Mais c'était une invitation. Marcus l'a lu par-dessus mon épaule. On y va vraiment? J'y ai réfléchi. La retraite avait lieu dans 5 jours. Je pouvais refuser, marquer mon point, et les laisser mariner dans leur embarras. Ce serait la vengeance facile. Ou je pouvais me montrer. Oui, dis-je. On y va. Tu es sûr? Ça va être incroyablement gênant. Absolument. Ils ont essayé de m'exclure. Ils m'ont menti en face. Ils ont choisi des copains de golf plutôt que leur propre fille. Je ne vais pas leur donner la satisfaction de penser qu'ils m'ont chassé. Il a souri lentement. J'adore quand tu es comme ça. Nous sommes arrivés au Mountain Ridge Resort le vendredi après-midi. L'endroit était exactement comme je m'en souvenais, de vastes terrains, des chalets rustiques disposés autour d'un pavillon central, et des montagnes s'élevant de façon spectaculaire en arrière-plan. C'était magnifique et, dans d'autres circonstances, cela aurait été une escapade familiale parfaite. Patricia était à la réception, coordonnant les arrivées. Elle a semblé soulagée de me voir. Chalet 7, comme le disait l'email. Vous avez l'une des meilleures vues, en fait. Elle a baissé la voix. Votre mère a spécifiquement demandé que vous soyez placé de l'autre côté du complexe, loin des chalets familiaux principaux. Bien sûr qu'elle l'a fait. Pour ce que ça vaut, beaucoup de gens parlent de l'affaire au tribunal. Certains pensent que ce que vos parents ont fait était mal. Tout le monde n'est pas contre vous. C'était déjà quelque chose. Marcus et moi nous sommes installés dans notre chalet. Il était confortable et bien aménagé, avec une cheminée en pierre et une terrasse donnant sur un petit lac. Dans d'autres circonstances, cela aurait été romantique. Quel est le plan? Demanda Marcus. Nous participons à tout, chaque repas, chaque activité, chaque rassemblement. Nous sommes polis. Nous sommes agréables. Et nous agissons comme si de rien n'était. Ça va rendre ta mère folle. Exactement. Le dîner de ce soir-là a eu lieu dans le pavillon principal, un immense buffet avec de longues tables disposées en style familial. Nous sommes arrivés exactement à l'heure, ni en avance, ni en retard. Les conversations se sont calmées à notre entrée. Mes parents étaient assis à la table d'honneur avec mon frère aîné, Christopher, et sa femme. Le visage de ma mère s'est crispé quand elle nous a vus, mais elle n'a rien dit. Mon père a hoché la tête sèchement. Nous avons trouvé des places à une table avec Tyler, mon deuxième plus jeune frère, et sa famille. La femme de Tyler, Amanda, a souri chaleureusement. Salut, vous deux. Content que vous ayez pu venir. On aurait manqué ça pour rien au monde, dis-je agréablement. Le dîner était gênant. Les gens n'arrêtaient pas de nous lancer des regards, de chuchoter, mais nous avons mangé, discuté avec Tyler et Amanda de leurs enfants, et agi de manière tout à fait normale. Vers la fin du repas, Jessica s'est approchée avec son mari, Brad. On peut parler, a-t-elle demandé, sont-on quelque part entre l'hostilité et la curiosité? Bien sûr. J'ai tiré une chaise. Écoute, je ne vais pas prétendre que je comprends ce qui s'est passé avec l'histoire du procès, a-t-elle dit en croisant les bras. Mais maman est malheureuse, et toute cette retraite semble bizarre maintenant. Était-ce vraiment nécessaire d'impliquer des avocats? J'ai posé ma fourchette avec précaution. Jessica, ils m'ont explicitement exclu d'un événement familial financé par une fiducie dont je suis bénéficiaire. Ils ont menti sur la raison. Ils ont invité 118 autres personnes, y compris des inconnus, mais pas moi. Que aurais-tu fait à ma place? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Brad s'est agité inconfortablement à côté d'elle. Je pense juste que la famille devrait régler ses problèmes en privé, a finalement dit Jessica.
Je suis d'accord, ai-je répondu d'un ton égal. C'est pourquoi j'ai été si surprise quand ils ont choisi de régler ça en m'envoyant un email formel m'excluant de la famille. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Après un silence inconfortable, elle et Brad se sont retirés. Le reste de la soirée a suivi un schéma similaire. Certains membres de la famille nous ont complètement évités. D'autres se sont approchés avec des degrés variables de curiosité, d'hostilité ou de soutien. Claire m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté « Je suis contente que tu sois venu ». Ce qu'ils ont fait, c'était nul. Mes parents ne nous ont pas adressé la parole du tout. Le samedi a apporté son lot d'activités programmées, une randonnée matinale, des sports nautiques l'après-midi, et un feu de camp le soir. Marcus et moi avons participé à tout. Nous étions amicaux, engagés et enthousiastes. C'était épuisant, mais nous avons maintenu l'acte. Au feu de camp, le copain de golf de mon père, un homme bruyant nommé Richard, s'est installé sur la chaise à côté de la mienne. « Alors, c'est vous la fille qui a intenté un procès ?» a-t-il dit sans détour. J'ai déposé une requête d'urgence concernant l'utilisation des fonds de la fiducie, ai-je corrigé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vos parents ont dit qu'il n'y avait pas de place pour vous. Le complexe avait 82 lits vides. Il y avait beaucoup de place. Il a cligné des yeux, assimilant l'information. Oh. C'est. Ils ont fait comme si l'endroit était bondé. Ce n'était pas le cas. Il est resté silencieux un moment, puis s'est levé brusquement et s'est déplacé vers une autre chaise. Je l'ai remarqué en train de parler à certains des autres copains de golf peu de temps après, en faisant des gestes vers mes parents. La nouvelle se répandait. Le dimanche matin, Claire m'a coincé dans les toilettes du pavillon. Le vent tourne, a-t-elle dit doucement. Pas mal de gens se demandent pourquoi tu as été exclu. Richard a parlé à tout le monde des lits vides. Tante Linda est furieuse. Elle a dit, s'il y avait de la place, Beverly aurait dû être invitée dès le début. Même la femme de Nathan m'a prise à part et a dit que ce que maman et papa avaient fait était dur. Comment maman et papa le vivent-ils, ai-je demandé. Pas bien. Maman est à peine sortie de son chalet. Papa est sur la défensive chaque fois que quelqu'un pose des questions à ce sujet. Je pense qu'ils réalisent que ça leur donne une très mauvaise image. Cet après-midi-là, ma mère s'est finalement approchée de moi. Nous étions au bord du lac, et elle s'est avancée, les épaules carrées, comme si elle se préparait au combat. « J'ai besoin de te parler », a-t-elle dit d'un ton sec. Marcus, que Dieu le bénisse, s'est immédiatement levé. « Je vais vous laisser un peu d'intimité. » Une fois qu'il fut parti, ma mère s'est assise sur le banc à côté de moi. Nous avons regardé le lac en silence pendant plusieurs longs moments. « Tu as marqué ton point », a-t-elle finalement dit. Tout le monde parle de ce qui s'est passé du procès, de la place, de tout ça. Tu nous as complètement embarrassés, ton père et moi. Mon but n'était pas de vous embarrasser, dis-je d'un ton égal. Mon but était d'être incluse dans ma propre famille. Tu aurais pu nous appeler, nous parler. Au lieu de ça, tu es allé directement voir des avocats et des juges. Je me suis tourné pour la regarder directement. Maman, tu m'as envoyé un email formel m'excluant. Tu as menti sur la raison. Quand j'ai découvert la vérité, que tu avais invité plus de 100 personnes mais que tu ne trouvais pas de place pour ta propre fille, que devais-je faire exactement? Demander gentiment d'être reconsidéré? Supplier pour une invitation? Son visage a rougi. Tu as toujours été dramatique. Je suis dramatique? Tu as dit à Patricia que je devais recevoir une leçon sur la loyauté familiale. Tu me punissais de ne pas avoir rejoint l'entreprise familiale en m'excluant de la retraite familiale, et tu l'as financée avec l'argent de la fiducie dont j'ai légalement le droit de bénéficier. Ce n'est pas dramatique, c'est une violation de l'obligation fiduciaire. Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus faible. Je ne pensais pas que ça t'importerait autant. Tu es distante depuis des années. Tu as choisi ta carrière plutôt que nous. Tu appelles à peine, tu nous rends à peine visite. Je pensais que tu serais peut-être soulagé de sauter la retraite. L'honnêteté m'a surprise, bien que la rationalisation ne l'ait pas fait. J'ai choisi un cheminement de carrière différent, dis-je avec précaution. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas cette famille. Ça ne veut pas dire que je veux en être exclu. Tu as supposé que mon indépendance signifiait que je ne m'en souciais pas. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste décidé.
Elle soupira. Ton père et moi avons travaillé si dur pour construire quelque chose pour vous tous. Quand tu as tourné le dos à ça, ça a été comme un rejet. Ce n'était pas un rejet de vous. C'était un choix pour ma propre vie. Je suis bonne dans ce que je fais, maman. Je suis heureuse. Ça devrait être suffisant. Elle s'est essuyé les yeux. Je suppose que nous avons mal géré ça. Tu crois? Un fantôme de sourire a traversé son visage. Tu ressembles beaucoup à ton père, tu sais. Têtu, stratégique. Il dit depuis 2 jours que tu nous as complètement déjoués. J'ai appris des meilleurs. Nous sommes restés assis en silence un peu plus longtemps. Ce n'était pas du pardon, pas entièrement, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur. Viendras-tu dîner ce soir, a-t-elle finalement demandé. À la table d'honneur. Ton père et moi aimerions que tu sois là. Marcus aussi. Bien sûr, Marcus aussi. Ce soir-là, nous nous sommes assis à la table d'honneur pour la première fois du week-end. Le changement de place n'est pas passé inaperçu. Les conversations ont changé. Les gens se sont légèrement détendus. Mon père a levé son verre pour porter un toast. À la famille, a-t-il dit, en me regardant directement. À nous tous. Ce n'était pas des excuses, mais c'était une reconnaissance. Le reste de la retraite s'est déroulé sans incident majeur. Mes parents sont restés quelque peu distants, mais ils étaient polis. Mes frères et sœurs se sont lentement réchauffés, surtout à mesure que l'histoire complète de l'exclusion et du procès circulait. Au moment de notre départ, le mardi, Tyler nous avait invités à lui rendre visite, à lui et à Amanda, à l'automne, et Claire avait déjà lancé une conversation de groupe avec moi pour planifier sa fête d'anniversaire. Sur le chemin du retour, Marcus a tendu la main et a serré la mienne. Tu sais, la plupart des gens auraient simplement laissé tomber et sauté la retraite. La plupart des gens ne sont pas aussi têtus que moi. C'est vrai, a-t-il dit avec un sourire. Mais sérieusement, Bev, tu t'es défendu. Tu leur as fait voir. Il a fallu du courage. J'ai pensé à ma mère au bord du lac, à son aveu qu'elle avait pensé que je ne m'en soucierais pas, à la supposition que mon indépendance signifiait l'indifférence. Je voulais juste qu'ils sachent que je voulais toujours être incluse, dis-je doucement. Même si nous sommes différents, même si je les ai déçus, je suis toujours leur fille. Je mérite toujours une place à table. Eh bien, tu en as certainement une maintenant, a dit Marcus. Littéralement. J'ai ri malgré moi. Ouais, je suppose que oui. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre officielle de l'avocat de mes parents. Il proposait des amendements à la structure de gestion de la fiducie, créant des directives plus claires pour les approbations de dépenses et les droits des bénéficiaires. Elle comprenait une note personnelle de mon père, écrite de sa main soignée, Beverly, nous avons consulté Daniel Chen concernant la gestion appropriée de la fiducie à l'avenir. Nous voulons nous assurer que cette situation ne se reproduise plus jamais. Nous voulons aussi que tu saches que ta place dans cette famille n'a jamais été remise en question, même lorsque nous avons manqué de le montrer. Nous apprenons encore. Merci de nous avoir enseigné. Papa. J'ai soigneusement classé la lettre, l'ajoutant à ma collection croissante de documents familiaux. Ce n'était pas parfait. Les blessures mettraient du temps à guérir complètement. Mais c'était un début, et parfois, un début est tout ce dont on a besoin. L'invitation à la retraite de l'année suivante est arrivée en mars, 9 mois à l'avance. Elle était adressée à Beverly et Marcus Thompson, de l'écriture de ma mère, et non par un email impersonnel. La note à l'intérieur était simple, réservez les dates. Nous vous réservons le chalet 7. Avec amour, maman et papa. J'ai souri et je l'ai ajouté à notre calendrier. Parce que la famille, malgré toutes ses complications, ses frustrations et ses moments douloureux, reste la famille. Et parfois, la seule façon de garder sa place à table est de se battre pour elle, même si ce combat implique des injonctions d'urgence et des drames au tribunal. Surtout dans ce cas. Le jour de la retraite suivante est arrivé, et alors que Marcus et moi montions la route sinueuse de montagne vers le complexe, je me suis surprise à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Pas le genre fragile qui peut être brisé par un appel téléphonique ou un chantage affectif, mais la paix calme et stable de savoir que j'avais tenu bon et que j'avais retrouvé ma dignité. Quand nous sommes arrivés au pavillon, Patricia nous a accueillis chaleureusement. Le chalet 7, encore, a-t-elle dit avec un sourire.
Vos parents se sont assurés qu'il soit prêt en premier cette année. Ah oui, ai-je demandé, à moitié amusé. Elle a hoché la tête. Votre mère a même fait livrer des fleurs. Elle a dit que c'était vos préférés. Et en effet, quand nous sommes entrés dans le chalet, un vase de pivoine fraîche était posé sur la table, à côté d'une carte manuscrite, « Bienvenue à la maison, Bev. Faisons de cette année une meilleure année. Bise, maman. » Je suis resté là un long moment, à regarder les mots, sentant le tourbillon complexe de pardon et de prudence monter en moi. Ce n'étaient pas des excuses au sens traditionnel, mais c'était quelque chose de proche, une reconnaissance, un adoucissement. Marcus est venu derrière moi, posant son menton sur mon épaule. On dirait qu'elle essaie. Oui, dis-je doucement. Elle essaie. Ce soir-là, le dîner a eu lieu dans le même grand pavillon que la fois précédente. L'énergie était différente cette fois, plus légère, plus chaleureuse. Mes parents nous ont accueillis à l'entrée, tous deux calmes, mais visiblement nerveux. Mon père a serré la main de Marcus, puis la mienne. « Je suis content que vous soyez venu, » a-t-il dit simplement. « Moi aussi, » ai-je répondu. Ma mère m'a ensuite serré dans ses bras. C'était hésitant au début, puis réel, ses mains s'agrippant à mon dos quelques secondes de plus que prévu. « Tu es magnifique » a-t-elle chuchoté. « Toi aussi » ai-je dit, et je le pensais. Pendant tout le dîner, il n'y a pas eu de chuchotement, pas de tension. Mes frères et sœurs discutaient librement, riant de vieilles histoires. Claire a raconté à tout le monde qu'elle prévoyait un voyage à l'étranger, et même Nathan a fait des blagues au lieu de chercher la bagarre. C'était presque surréaliste. À un moment donné, Tyler a levé son verre et a dit, à Beverly, pour nous garder honnêtes. Des rires ont suivi, mêlés d'applaudissements sincères. Mes joues ont rougi, mais j'ai souri. Marcus m'a serré la main sous la table. Plus tard dans la nuit, après que le pavillon se soit calmé et que les étoiles soient apparues, je suis sorti sur la terrasse qui surplombait le lac. L'air était vif et frais, légèrement parfumé de pin et de la fumée du feu de camp lointain. Mon reflet ondulait sur l'eau sombre, stable et calme. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, l'exclusion, le procès, l'humiliation, et la réconciliation. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme l'étrangère dans l'histoire de ma propre famille. Je me sentais comme une égale, sur un pied d'égalité. Quand Marcus m'a rejointe sur la terrasse, il a passé un bras autour de ma taille. « Tu sais, » a-t-il dit doucement, « je pense que ton grand-père serait fier. » « De quoi ? » ?»« De toi. Pour avoir tenu cette famille responsable. Pour te souvenir de ce que signifie réellement l'équité. » J'ai appuyé ma tête contre son épaule. Peut-être. Il a toujours cru en l'équité. Je pense qu'il serait heureux que la fiducie soit enfin gérée comme il l'entendait, et que sa petite fille ne recule pas devant un combat. Je souris. Ça aussi. Le lendemain matin, mes parents ont invité tout le monde à une discussion familiale dans le hall principal, une tradition qui avait commencé des décennies plus tôt, mais qui s'était lentement estompée ces dernières années. À ma grande surprise, papa m'a donné la parole en premier. « Bev, » a-t-il dit, « tu as prouvé que tu comprends cette fiducie mieux que quiconque ici. Pourquoi n'expliques-tu pas à tes frères et sœurs ce que nous avons changé ?» J'ai cligné des yeux. « Sérieusement ?» Il a hoché la tête. « Sérieusement. » Alors, je l'ai fait. J'ai expliqué la nouvelle structure, une comptabilité transparente, des réunions annuelles des fiduciaires, une exigence de consentement écrit pour les dépenses importantes, et une clause de surveillance garantissant que tous les bénéficiaires aient un accès égal aux activités financées par la fiducie. Mes frères et sœurs ont écouté attentivement. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme le mouton noir qui s'explique. Je me sentais comme faisant partie de la direction de notre famille. Quand j'ai eu fini, maman s'est levée et a dit doucement, « Je sais que l'année dernière a été douloureuse. Nous avons mal géré les choses, pire que mal. Mais si cette nouvelle structure signifie que nous ne ferons plus jamais sentir à quelqu'un qu'il est exclu, alors la leçon en valait la peine. » Des applaudissements ont suivi, doux mais sincères. Après, Claire m'a jeté les bras autour du cou. « Tu l'as fait » a-t-elle chuchoté. « Tu as vraiment changé le fonctionnement de cette famille. » J'ai ri. Je suppose que je leur ai appris quelque chose sur l'obligation fiduciaire. Ce soir-là, Marcus et moi sommes redescendus au bord du lac. Le coucher de soleil peignait l'eau de teinte d'or et de rose. Des familles riaient près du feu de camp.
L'air est rempli de chaleur et de musique cette fois, a dit Marcus. On se sent vraiment dans une retraite familiale. C'est vrai, ai-je acquiescé. Et pas d'avocats impliqués pour l'instant, a-t-il taquiné. J'ai ri en le poussant du coude. Espérons que ça reste comme ça. Alors que nous étions là, j'ai réalisé quelque chose de profond. Le combat n'avait pas seulement porté sur une invitation, de l'argent ou même l'équité. Il avait porté sur le respect de soi, sur le fait de rappeler aux gens qui m'ont élevé que l'indépendance n'équivaut pas à la déloyauté, que l'amour peut coexister avec des limites, et que parfois, tenir bon est la seule façon de préserver un lien. Le lendemain matin, alors que nous faisions nos valises pour partir, j'ai regardé la crête de la montagne, baignée de soleil. L'air était vif et clair, du genre qui donne une sensation de renouveau. Pour la première fois depuis des années, je ne redoutais pas le prochain rassemblement familial. J'avais hâte d'y être. Et en partant, j'ai jeté un dernier regard au complexe, souriant à moi-même. Parce que parfois, la famille ne guérit pas quand on reste silencieux. Elle guérit quand on parle, quand on se bat, et quand on refuse de disparaître discrètement. Et cette année-là, je n'ai pas seulement gagné ma place à table. Je me suis assuré qu'elle serait toujours là.